Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Nous espérons que vous avez passé un bel été, même s'il est assez loin derrière nous. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est Jeux Congrès, faites la différence. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien? Juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Mmh. Bonjour à toutes et à tous. On ne sait pas si vous nous avez entendus, puisqu'on était connectés sur notre pieuvre. Et a priori, le son n'était peut-être pas actuellement fonctionnel. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Donc, je vais revenir en arrière. Jeux Congrès, faites la différence. Comme je le disais, a priori, peut-être dans le vide, nous espérons que vous avez passé un bel été, même s'il est loin derrière nous. Alors, on se représente peut-être à vous, pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaîtriez pas encore. Charlotte, je te laisse la parole. Donc, je suis Charlotte Lenel, je suis directrice associée de Meditech. Et donc, Ronan Lequéré, je suis l'alter ego de Charlotte en version masculine. Alors, on est une agence de communication médicale. On vous accompagne sur des stratégies de communication multicanales, que ce soit pour vos campagnes promo, vos campagnes environnement, ou alors pour mettre en place des campagnes d'information. Et on accompagne un grand nombre d'acteurs de l'industrie en santé, j'allais dire de l'industrie pharmaceutique, mais on accompagne aussi des acteurs du dispositif médical, des sociétés savantes et des associations de patients. Et pour rentrer directement dans le vif du sujet, eh ben, je vais laisser de nouveau la parole à Charlotte sur le contexte des Jeux médicaux en congrès. Alors, pourquoi c'est important les Jeux congrès? Parce que les congrès médicaux, vous êtes nombreux, il y a de nombreux stands, vous êtes nombreux à y être et il y a en même temps tous les professionnels de santé qui sont là, ils sont exigeants, ils sont peu disponibles et ils sont sursollicités puisqu'il y a vraiment, comme je le disais, plusieurs stands. Du coup, il est important de se démarquer et de créer une interaction mémorable, avec eux parce qu'on sait qu'un visiteur prend en moyenne 3 secondes pour juger de l'intérêt d'un stand. Donc, l'interactivité, ça permet de transmettre, d'expliquer, d'illustrer une pathologie, une prise en charge, mais aussi les bonnes pratiques cliniques. Ça permet de challenger le professionnel de santé sur ses connaissances tout en le motivant par le jeu. L'aspect ludique et l'aspect stressant, comme un compte à rebours, la tension du challenge, la récompense immédiate, va stimuler l'apprentissage et favoriser la mémorisation. On verra des chiffres clés par la suite. Et puis en plus, pourquoi? Ça vous permet également de récolter des insights. Chaque choix ou réponse d'un joueur va vous permettre de connaître son niveau de connaissance et puis également, du coup, les attentes que le terrain pourrait avoir. Alors, on va vous présenter quelques chiffres clés, puisque c'est intéressant et c'est sourcé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous avez un stand avec un jeu, vous allez augmenter votre fréquentation de 35 à 50. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez déployer ce type de dispositif ludique et engageant, vous allez permettre de générer plus de trafic sur votre stand. Et c'est quand même un des aspects pour lesquels on nous sollicite énormément pour mettre en place des jeux congrès. 75% des participants à un escape game médical déclarent une augmentation de leur compréhension du sujet traité. Alors là, on sort un petit peu des jeux interactifs, mais l'escape game est un jeu interactif. C'est un jeu qui est un peu plus long, qui a d'autres mécaniques de jeu qu'on verra par la suite. Mais c'est vraiment pour montrer que l'escape game ou le jeu de manière générale permet vraiment d'aborder une thématique de manière différente et donc d'améliorer la compréhension. C'est d'ailleurs confirmé aussi par une étude qui a porté sur les serious games en santé, qui déclare que plus de 28% il y a 28% de mémorisation supplémentaire des messages par rapport à une présentation statique ou une présentation descendante. Donc véritablement, l'interactivité, l'interaction avec des jeux va permettre de favoriser la mémorisation des messages clés. Un autre chiffre clé, 92% des étudiants ayant participé à un quiz clinique ou un jeu d'évasion considèrent que le jeu est adapté pour leur apprentissage scientifique. Alors, le mot jeu d'évasion, c'est le terme qui est utilisé dans l'étude qu'on vous a référencée en bas de la slide si jamais vous voulez la voir. Après, on peut aussi vous l'envoyer si jamais elle vous intéresse. Donc, c'est un type de jeu, donc vraiment voilà, qui on a considéré comme un petit peu des jeux interactifs et donc, ça va être adapté pour leur apprentissage scientifique. Donc, souvent, on nous dit oui, mais c'est très ludique, mais il n'y a pas de message scientifique, il n'y a pas ce côté-là qui est intéressant et qui est recherché, nous, par rapport pour les professionnels de santé. Et donc, comme quoi, si, c'est possible. Après, il faut savoir le travailler, il faut savoir allier le côté ludique au côté scientifique. Mais du coup, c'est attendu et adapté. Donc, quel type de jeu? Déjà, il y a des facteurs de réussite pour un jeu congrès, pour un jeu en congrès.
Déjà, comme l'a indiqué Charlotte précédemment, le jeu doit être ludique. Il va falloir proposer un design engageant qui va être quand même l'interface qu'on va présenter et qui va solliciter, qui va soulever l'intérêt de vos congressistes. Il faut qu'il y ait des stimuli rapides parce que ça va permettre de l'interaction et ça va justement, encore une fois, augmenter l'interaction et favoriser la rétention des messages. Mais bien évidemment, il va falloir aussi proposer un réel challenge scientifique, c'est-à-dire que vous allez poser des questions et vous allez proposer des jeux qui vont permettre justement de travailler les connaissances et les compétences médicales et scientifiques et de permettre d'apprendre potentiellement de nouvelles informations. Le stress positif maintient l'attention, il booste la volonté et il dope la mémorisation. Et ça, c'est aussi sourcé dans une étude. Donc vraiment, ce stress positif qui va passer par des chronomètres, des comptes à rebours. On propose beaucoup de classements aussi, les fameux leaderboards, vous allez pouvoir voir comment vous êtes classé par rapport à vos concurrents, et puis aussi la difficulté croissante. Donc tous ces éléments de gamification vont permettre, encore une fois, d'augmenter la rétention des informations. Alors, quand on est en congrès, toutefois, il y a un autre paramètre qu'il faut intégrer, c'est qu'il faut proposer un jeu qui va être rapide. Votre ambition, ça va être de faire passer potentiellement un maximum de participants et puis aussi de profiter des moments de pause entre deux sessions, de proposer de tirer profit des moments sur les pauses déjeuner ou sur les fins de journée pour pouvoir justement avoir un maximum de participants et ceci dans une expérience fluide. Donc nous, on recommande des jeux qui sont jouables en moins de 3 minutes dans la plupart du temps. Et enfin, il y a un autre aspect qui est important, c'est vraiment le résultat. Il faut qu'on puisse proposer un feedback immédiat, en ce sens où il faut pouvoir apporter la réponse, le rationnel, immédiatement après chaque étape pour qu'on ne reste pas exclusivement sur la phase de question, mais qu'on puisse aussi apporter la réponse qui va permettre d'ancrer ces connaissances. Et ensuite, lorsque vous proposez un jeu avec un scoring, eh ben, il faut proposer le score, il faut afficher le score qui va de pair souvent aussi avec ce fameux classement, avec ce fameux leaderboard. Alors, il y a plusieurs mécaniques de jeu qui existent, donc de types de jeux, parmi lesquels on va pouvoir venir chercher, fouiller pour pouvoir correspondre à vos objectifs de communication. Alors, on a ce qu'on appelle les jeux de rapidité et de réflexe. La mécanique, c'est des tap-taupes. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu où on a des taupes qui sortent et il faut taper sur les taupes pour les faire rentrer dans le trou. C'est exactement le même principe qu'on va utiliser, mais du coup, sans taupe, bien évidemment. Donc ici, par exemple, ça pourrait être d'afficher les bons symptômes ou la bonne prise en charge. Donc on a différents symptômes d'une pathologie qui sortent de trous ou autres. Et il va falloir sélectionner rapidement, du coup, les bons symptômes. En quoi ça change d'un QCM? C'est simplement qu'on va avoir dans cette mécanique de jeu le fait que les mots vont pouvoir sortir en même temps, de plus en plus rapidement. Donc on va pouvoir venir enrichir le côté stressant de ce jeu. Une autre utilisation serait la sensibilisation du co-express, c'est ce que je disais sur les symptômes clés d'une pathologie. Une autre mécanique de jeu, c'est le quiz, les QCM et tout ce qui va être les schémas en arborescence. Donc là, on est sur du quiz chronométré. Ça pourrait être une série de questions qui vont être modulées par spécialité avec des explications affichées après chaque réponse. Ça peut être utilisé pour tester les connaissances, par exemple, sur des guidelines ou des actualités scientifiques. Et un autre moyen aussi de l'utiliser, ça peut être des quiz à embranchement. Par exemple, on va avoir une première question où on va devoir sélectionner parmi plusieurs réponses possibles les bonnes réponses qui vont nous amener à une autre question sur laquelle on devra répondre et ainsi de suite. On vous a mis des exemples concrets par la suite et on a exactement ce système de quiz à embranchement qui va être décrit. Et un autre point sur ces quiz qui peut aussi venir enrichir le jeu, c'est de faire des quiz où on va mettre deux professionnels l'un face à l'autre. À chaque fois, les mêmes questions vont leur être proposées. Il va falloir répondre plus rapidement que le professionnel en face. Et donc ici, on vient vraiment doper le côté challenge entre professionnels de santé. Donc c'est une mécanique de jeu, mais sur laquelle on vient enrichir du coup le côté ludique. Le glisser-déposer ou drag and drop, c'est ici, par exemple, le fait d'associer des symptômes avec, par exemple, des traitements, lignes de traitement, DCI, on s'entend. Et on pourrait également reconstituer un parcours de soins ou de l'algorithme thérapeutique. Par exemple, on pourrait très bien prendre un arbre décisionnel du Vidal et devoir repositionner les différentes étiquettes au bon endroit. Donc, c'est vraiment le drag and drop. Je sélectionne et je viens positionner à un endroit la bonne réponse.
Le point and click, là, ici, ça va être vraiment un système juste de clics et de clics au bon endroit. Donc, ça peut être, par exemple, le fait de naviguer au sein d'une maison pour identifier les facteurs déclenchants d'une crise d'asthme. Donc, on a une pièce, un salon où on va voir un chat, une plante, de la moquette, etc. Et on vient sélectionner les différents éléments. Donc, on est vraiment sur plutôt ici du clic par rapport à du QCM où on va répondre à une question, c'est du clic, mais on répond à une question. Ici, c'est vraiment le fait d'identifier le bon endroit. Deux autres mécaniques de jeu, le jeu de mémoire et d'association, plus connu sous le nom de memory. Ici, l'objectif va être de retrouver les deux cartes qui sont en rapport l'une avec l'autre. Par exemple, ça pourrait être le fait d'associer une molécule avec un mécanisme d'action ou un symptôme avec un diagnostic différentiel. Donc l'idée, c'est vraiment, on a plusieurs cartes et comme quand on était enfant et qu'on retournait, il fallait trouver les animaux ou la Reine des Neiges, ou pas de patrouille, et bien ici, l'objectif, ça va être du coup de vraiment associer des éléments scientifiques l'un avec l'autre, donc de retrouver les deux qui correspondent. On est un peu loin de pas de patrouille. Oui, ouais, mais c'est les derniers jeux mémoriaux auxquels j'ai joué. Serious game ou scénario immersif. Donc, le serious game, c'est un petit peu plus souvent long, puisque ici, l'idée, c'est de résoudre des énigmes cliniques en équipe ou seul et de trouver la prise en charge adaptée dans un temps imparti. Ça pourrait être, par exemple, des scénarios transversaux d'urgence ou de la simulation multi-étapes. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un petit peu plus long. Nous, on en fait où c'est par exemple à la place de RP, on est sur 1 heure d'escape game ou de vraiment serious game, mais ça peut être adapté dans le cadre de congrès à des petits jeux, soit en équipe comme ça, autour par exemple d'une table tactile et non pas d'un iPad, où chacun va avoir une mission à réaliser pour travailler sur la collaboration des professionnels de santé et où du coup, vous allez pouvoir vraiment avoir des feedbacks sur comment le travail ensemble est réalisé. Alors, en termes de réglementation, puisqu'il y a toujours bien évidemment de la réglementation, vous le savez aujourd'hui, sur un jeu promotionnel, il va falloir faire un dépôt et vous allez avoir besoin d'avoir un visa de l'ANSM. Bien évidemment, il va falloir proposer des sources et vous ne pourrez pas faire de la promotion. Et il y a un autre aspect, mais qui est commun à tous les jeux, c'est que vous ne pouvez pas faire de dotation, vous ne pouvez pas organiser de concours avec un tirage au sort pour les professionnels de santé. Vous le savez, et ça, c'est que ce soit un jeu promotionnel ou un jeu environnement, à partir du moment où vous allez remettre un lot, ça va être considéré comme un cadeau et donc vous ne pouvez pas le faire. Sur les jeux environnement, bien évidemment, vous allez pouvoir le déposer sans obligation de soumission auprès de la NSM préalablement, à partir du moment où il n'y aura pas d'incitation à la prescription, où les messages seront neutres et où bien évidemment on va respecter une charte qui est non promotionnelle, que ce soit une charte institutionnelle, que ce soit une charte que vous avez spécifiquement dédiée à une pathologie ou autre. Il faut bannir les invitations qui sont déguisées. C'est-à-dire que vous n'organisez pas le jeu pour pouvoir faire une invitation et passer des messages scientifiques ou pour pouvoir passer des messages d'efficacité sur un de vos médicaments. Bien évidemment, les gratifications pécuniaires sont complètement interdites. On est dans la continuité des cadeaux, donc on est dans la loi sur le dispositif d'encadrement des avantages. Et vous ne pouvez pas faire de la collecte non déclarée de données nominatives. Et là, on est dans le cadre plutôt du RGPD. Il y a une recommandation de la NSM qui est de privilégier les mécanismes pédagogiques, déclarer la collecte de données et garantir la neutralité scientifique. Donc, c'est une bonne conclusion à tout ce qu'on vient de dire sur cette slide. Et je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, on a parlé assez rapidement de la collecte de données. L'avantage des jeux interactifs, c'est que souvent, on va proposer un leaderboard. Pour intégrer ce leaderboard, on va devoir faire de la collecte de données, donc soit par le biais d'un pseudo, soit par le biais du prénom nom. Et effectivement, on peut, lorsqu'on demande ces informations, rajouter des petites cases. J'accepte de J'accepte. recevoir des informations de la part du laboratoire, j'accepte de recevoir des informations sur les produits. Donc, on peut rajouter ces petites cases pour que justement on puisse venir enrichir votre base d'opt-in pour de la communication par la suite. Donc, toutes ces données-là seront bien évidemment déclarées. Donc, il faudra indiquer toutes les mentions RGPD par rapport à cette collecte-là sur le jeu. Mais du coup, voilà, c'est vraiment c'est un autre point essentiel aussi intéressant des jeux. Alors, on va vous présenter désormais des exemples plus concrets par rapport aux mécaniques de jeu que Charlotte a présentées précédemment. Et le premier exemple concret, non pas congrès, qu'on veut vous présenter, c'est un jeu qu'on a réalisé pour Kenview autour du produit Titanorine.
Alors, l'idée, c'est comme Charlotte l'évoquait, c'est que c'est un tap-top revisité et l'ambition, c'est de pouvoir générer du trafic sur stand. Le brief qu'on avait reçu initialement, c'était que Kenvue était sur des congrès et qu'il y avait beaucoup d'acteurs du dispositif médical et donc ça suscitait beaucoup d'intérêt des congressistes et qu'ils souhaitaient pouvoir proposer une animation qui permettrait justement de générer du trafic sur stand. Alors, il y a un visuel clé dans ces deux interfaces que vous voyez à droite, TitaTap et Tapoid, c'est le cactus. Alors, il faut savoir que le cactus est aujourd'hui un des éléments clés de l'image produit qui est associé à Titanorine, mais c'est aussi un des éléments clés qui est associé aux hémorroïdes en général. Pour information, pour celles et ceux qui ne le savent pas, Titanorine est un traitement qui est indiqué dans la crise hémorroïdaire. Donc, on a réutilisé ce cactus et avec un visuel qui est très très proche du visuel promotionnel sur le jeu TitaTap, qui est un jeu produit qui a été déposé, et un visuel qui est beaucoup plus dessiné et qui est passé en termes de validation réglementaire pour Tapoid, puisqu'il est beaucoup plus illustré. Je ne vous cache pas que parfois je me pose la question de savoir comment c'est possible que ce soit passé, mais on a pu utiliser. Le principe, il est basique, c'est que globalement, à chaque fois que vous avez un cactus qui va sortir d'un des trous disponibles sur l'interface, vous allez devoir taper une fois sur les petits cactus et 2 fois sur les grands. Et ça va vous apporter des points de bonus supplémentaires. Mais en plus, vous voyez les pancartes qui sortent. Les pancartes permettent de présenter des facteurs de risque hémorroïdaires ou alors des facteurs qui ne sont pas des facteurs de risque dans la crise hémorroïdaire. Et donc, il faut taper sur les pancartes qui sont des facteurs de crise et il faut surtout ne pas taper sur les pancartes qui ne sont pas des facteurs de crise, enfin qui ne sont pas des facteurs déclencheurs de la crise hémorroïdaire. Sinon, ça vous apporte des points de malus. Et donc, comme vous l'avez sans doute compris, on a une double version, c'est-à-dire qu'on a développé une première version qui était une version environnement, qui a pu être déployée rapidement sur un congrès, et il y a une deuxième version qui a été une version promotionnelle, qui a été déposée à la NSM et qui a pu servir par la suite sur d'autres congrès pour pouvoir répondre à des enjeux calendaires. Le deuxième, cas qu'on voulait vous présenter, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, c'est un quiz à embranchement. Ici, on l'a réalisé pour CTRS dans le cadre de la sensibilisation à la BASD, qui est le déficit en synthèse d'acide biliaire primaire et qui est donc une maladie rare. L'objectif, c'était de retravailler un qui est et de le revisiter pour que les médecins puissent reconnaître les différents signes de cette maladie et donc vraiment travailler sur le diagnostic différentiel. Comment ça s'est passé? On a proposé du coup à chaque fois une question et 9 profils patients, donc 9 enfants qu'on a retravaillés pour certains visuellement. Et à chaque fois, on avait une question pour approfondir le cas. Par exemple, c'était selon les aspects physiques des patients, lesquels sont à risque d'avoir une BASD. Puisqu'il faut savoir qu'il y a parfois des aspects physiques, par exemple un ictère qui va être présent. Et du coup, on allait déjà, dans un premier temps, retrouver les enfants par rapport à des aspects physiques. Puis, une fois qu'on avait identifié 3, 4 enfants, donc les autres se grisaient. Et parmi ces 4 enfants, c'était selon les résultats sanguins, lesquels sont à risque d'avoir un BASD. Et donc, on pouvait retourner les cartes, on avait les résultats sanguins et ainsi de suite. Il fallait du coup, à chaque fois, sélectionner les bons enfants jusqu'à retenir un enfant. Et c'était le bon enfant, et donc c'était celui qui était le plus à risque d'avoir un BSD, sinon il y avait une erreur, et donc on venait expliquer à quel moment l'erreur s'était passée pour que le médecin puisse apprendre de ce jeu. Donc c'était vraiment un jeu progressif avec 3 questions successives qui permettaient l'analyse et le diagnostic différentiel. Ici, dans ce cas, on a créé plusieurs scénarios, puisqu'on avait 4 scénarios cliniques différents permettant la rejouabilité du jeu. Et en plus, il a été déployé dans 3 langues pour vraiment élargir l'audience et pouvoir être proposé dans différents congrès. Un nouveau Kenvue, mais du coup un jeu qui est complètement différent pour la gamme Zarbay cette fois-ci. Ici, la mécanique de jeu, c'est le Flappy Bird. Alors, on en parlait avec Ronan. Parce qu'il faut savoir que Charlotte, c'est elle l'experte des jeux. Moi, Flappy Bird, ça ne me parle pas. C'est un jeu qui était très connu il y a quelques années, où on incarnait un petit oiseau, où on cliquait dessus, qui battait des ailes et fallait passer
fallait éviter des tuyaux pour être exact et donc il fallait le faire voler et voilà, il fallait le faire voler le plus loin possible. Et bien ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a revisité ce jeu-là puisqu'on a récupéré l'abeille qui était le symbole du, produit et on a animé l'abeille avec ses petites ailes pour utiliser le même système que Flappy Bird. C'est-à-dire qu'au clic, elle bat des ailes et elle avance, donc on lui redonne des bonds et il fallait qu'elle passe sans toucher les branches et sans toucher d'autres éléments du décor pour venir récupérer les 3 ingrédients clés de la gamme Zarbeil que sont le miel, le lierre et la glycérine. Donc l'idée, c'était vraiment de marquer les esprits des professionnels de santé qui jouaient à ce jeu, avec à chaque fois le fait de gagner des points en récupérant ces différents éléments. Et alors, un dernier exemple, c'est un jeu qu'on a réalisé pour Pierre Fabre et pour Permixon. Alors, l'idée, c'est que vraiment, et ça va permettre de répondre à la question qui a été posée sur le chat, c'est qu'on a proposé plusieurs mini-jeux tout au long de ce jeu congrès. C'est-à-dire qu'il y a différentes mécaniques de jeu qui sont proposées et qui permettent sur les différents jeux, et je ne vous cache pas que je ne me rappelle pas du nombre de jeux, je crois que c'est 5 ou 6, il y avait vraiment des mécaniques très très différentes qui permettaient vraiment de maintenir un engagement. Donc, l'idée, c'était de pouvoir communiquer sur des informations environnement associées à Permixon, et notamment quelle est la plante dont Permixon est issu, d'où vient cette plante, sur quels symptômes agit Permixon. Et donc, il y avait vraiment plusieurs mécaniques de jeu. On vous en présente deux sur les interfaces à droite. Vous aviez en haut des drupes, donc il faut savoir que Permixon est un extrait hexanique qui vient du palmier nain de Floride, et donc on utilise les drupes pour pouvoir faire cet extrait. Il fallait collecter un maximum de drupes en tapant un maximum de fois pour ajouter un maximum de drupes dans le panier, et ça permettait justement de véhiculer une information sur le volume total de drupes dont il faut disposer pour pouvoir créer la quantité d'extraits hexaniques correspondante. Et en bas, vous avez un célèbre jeu qui est le jeu du pendu, où il fallait retrouver sur quels symptômes agit Permixon en ne se trompant pas sur les lettres sélectionnées pour pouvoir remettre le bon terme qui sont les troubles mictionnels. Voilà, c'était vraiment des mécaniques très simples, mais très dynamiques. Et donc, il y avait une alternance entre ces mécaniques simples et ces mécaniques dynamiques qui permettent de créer de l'engagement tout au long du jeu et d'aller jusqu'à la fin. Et la particularité aussi, on a ce fameux compte à rebours que vous voyez en bas, qui est un compte à rebours de 20 secondes pour pouvoir trouver la bonne réponse ou collecter les drupes, ou alors pour trouver le bon mode de transport qui permettait d'affréter les drupes jusqu'au site de production localisé en France, et donc avec un leaderboard à la fin. Et donc, c'est vraiment avec ce type de dispositif qu'on maintient un engagement sur ces jeux. Et encore une fois, là, pour le coup, vous voyez que c'est 20 secondes parce que ça permettait de faire un jeu qui était très, très court. On était sur cette durée globale de moins de 3 minutes avec ces différentes mécaniques de jeu. Je reviens juste sur un point aussi de ce jeu-là, c'est que ce jeu-là répondait à plusieurs objectifs. C'est-à-dire que le client, il avait plusieurs objectifs par rapport à son produit. C'était à la fois de faire connaître la provenance du palmier nain, mais également sur où il agissait, également sur l'extrait, le type d'extrait qui était réalisé. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé sur plusieurs mini-jeux où à chaque fin de mini-jeu, on a cet élément de réponse qui venait vraiment enrichir le discours. Par rapport aux autres jeux sur lesquels on a pu proposer, où on avait vraiment un message clé, que ce soit Zarbeil et les ingrédients, que ce soit CTRS avec le diagnostic différentiel, où on avait vraiment un objectif pédagogique à la fin. Ici, on en avait plein, et c'est pour ça qu'on est parti sur différents mini-jeux. Il y a une question à laquelle on va peut-être répondre immédiatement, qui est une question de Festo Claire sur bonjour, quel KPI peut-on utiliser ou mettre en place pour démontrer l'impact de ces jeux en congrès ou autre? Pour moi, il y a le nombre de participants. Une fois que vous avez intégré le nombre de participants, vous avez la durée passée sur le jeu, parce qu'on peut se dire que certains vont au bout, d'autres ne vont peut-être pas au bout, et avoir justement une durée moyenne du temps passé sur le jeu permet de savoir s'il y a un engagement ou pas. Le leaderboard va vous permettre de pouvoir valider un petit peu justement s'il y a un attrait avec un maximum de participants. Il faut savoir, et je reviens quand même sur cette information, quand vous présentez des jeux à des professionnels de santé, au premier rang desquels des médecins qui ont passé l'internat, en fait, c'est une population qui aime beaucoup les challenges. Et les leaderboards, ça fonctionne très, très bien au sein de cette audience. Et le caractère ludique fait qu'en plus, ça change de ce qu'ils vont voir en congrès. Et donc, il y a un véritable attrait. Je me suis écarté de la question sur les KPI. Je rajoute juste un point, c'est que par exemple, sur le BASD, donc le qui est, Guess Who, on avait 4 scénarios possibles qui étaient 4 vraiment où le scénario était décrit
pour une typologie d'enfants. Et du coup, ça permet aussi de savoir quel était le jeu qui avait le plus suscité l'intérêt, le scénario qui avait le plus suscité l'intérêt. Et ça permettait de savoir quel support environnement créer par la suite pour ces TRS, pour les professionnels de santé, puisqu'ils avaient réussi à comprendre quel était le scénario, donc le cas le plus probable qu'ils pouvaient avoir en patientèle. Et du coup, voilà, c'était aussi un autre KPI important. Quand il y a plusieurs jeux, en tout cas, c'est important aussi de pouvoir savoir lequel jeu est le plus joué et pourquoi. Vous avez aussi la possibilité de mettre en place des KPI sur les questions avec des réponses à choix multiples, mais en fait, ce que j'allais dire, dont l'information est disponible facilement. Le jeu de Drup, où il faut collecter un maximum de Drup, vous ne pouvez pas mettre de KPI pour savoir le taux des participants qui connaissent la réponse ou pas. Et ça vous permet aussi de construire potentiellement des argumentaires ou d'autres supports sur lesquels vous allez pouvoir véhiculer des informations, communiquer sur des informations qui sont les moins bien maîtrisées par votre audience. Voilà, donc ça vous permet de savoir si justement une information est connue ou pour le coup méconnue, et donc de pouvoir retravailler là-dessus. Et on termine sur la conclusion. Et après, on répond à toutes vos questions. Donc, pourquoi un jeu? Pour capter l'attention dans un environnement qui est saturé, comme les congrès, puisque ça génère plus de fréquentation sur le stand, plus 35 à 50% de fréquentation. Et ça permet également d'augmenter la mémorisation des messages clés de 28%. Plusieurs facteurs clés de réussite, une expérience qui est courte, donc inférieure à 3 minutes, une expérience qui soit challengeante et en même temps ludique, tout en ayant du contenu scientifique solide, qui allie différentes mécaniques de jeu et surtout qui a un feedback immédiat pour ancrer les connaissances. Donc en résumé, la gamification, c'est un outil qui est puissant pour marquer les esprits, combiner impact marketing et rigueur scientifique et créer des expériences qui vont être différenciantes en congrès. Et on avait du coup une question sur comment recommandez-vous de maintenir un challenge dans le jeu tout en respectant la réglementation, pas de dotation. C'est celle à laquelle on a répondu. On a répondu du coup, notamment avec les leaderboards. Les différentes mécaniques de jeu, l'engagement effectivement, la rapidité des jeux. J'avais un point aussi, peut-être en attendant les autres questions qui pourraient arriver. Souvent, on a des clients qui viennent nous voir avec des quiz. Et il est tout à fait possible de transformer un quiz qui peut paraître basique avec une question, des choix en jeu. Le tap-top est un exemple. On a aussi d'autres mécaniques de jeu qu'on n'a pas présentées, mais vous savez, où vous allez devoir déplacer un objet, parce que j'ai une capsule de médicament en tête, pour pouvoir collecter des informations qui vont tomber. Et vraiment, on peut réussir à proposer des mécaniques ludiques sur base de questions qui au départ, sont des questions relativement basiques et qui sont plus appropriées pour des formats quiz. Alors, non, il y a une question qui est en train d'arriver. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. D'ici 3 minutes, on vous libère, entre guillemets. Vous pouvez quitter le webinaire avant, bien évidemment. En attendant la dernière question, le prochain webinaire sera sur les podcasts dans 2 mois, du coup, pour faire un petit peu le point sur où on en est en 2025 des podcasts. Est-ce que c'est toujours une bonne idée? Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il ne faut pas y aller? Et comment on y va? Est-ce qu'il y avait une borne en libre service ou plutôt un animateur pour inviter sur le jeu? Alors, on a une question, a priori, vous voyez toutes et tous dans le chat. Alors, souvent, il y a des bornes qui sont en accès libre, mais il y a toujours à un moment donné un humain, une personne qui est présente sur le stand qui va venir faire alors un accompagnement ou une prise de contact, parce que c'est quand même un moyen de pouvoir engager la conversation. Et ensuite, vous avez des bornes qui sont aussi accompagnées d'une personne qui va permettre justement de guider dans le jeu. Mais on a toujours un écran, on ne l'a pas évoqué, mais on a toujours un écran de consigne qui est présent en premier écran. C'est des consignes très, très simples. Et les jeux vraiment reposent sur des mécaniques plutôt simples. Et à chaque fois, vous avez l'information. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un accompagnement humain à un moment donné, ne serait-ce que pour pouvoir interagir avec les participants. Après, ça dépend aussi quand même des jeux. Parce qu'il y a des jeux qui sont plutôt là pour l'attente. Parce que, par exemple, les délégués pourraient être pris et du coup, le jeu est plus là pour s'auto-former et pour attendre, entre guillemets, son tour ou générer du trafic. Et il y a ceux qui ont vraiment besoin d'un accompagnement. On est actuellement en train de travailler sur un jeu autour de la chirurgie éveillée où ce jeu va soulever des questions auprès des chirurgiens et où justement, il faut que le délégué soit à côté puisque
toute l'idée, c'est de pouvoir discuter du jeu et de pourquoi le chirurgien va faire une exérèse soit totale, soit supratotale, et pourquoi il n'est pas allé plus loin. Et donc, vraiment, l'objectif du jeu, c'est de soulever des questions et de discuter. Donc, il y a vraiment aussi, en fonction de vos objectifs, deux types de jeux. Soit ceux où on peut jouer seul et on est plutôt sur de l'attente, ceux qui vont soulever des questions et où il faut un accompagnement. Donc, ça dépend aussi de vos objectifs derrière. Autre question, combien de temps faut-il pour développer un jeu? Alors globalement, pour des jeux congrès, il faut prévoir un délai, 3 mois, c'est bien, ça nous laisse un peu de temps pour pouvoir proposer des mécaniques de jeu, faire les interfaces graphiques, obtenir les validations médicales, réglementaires, marketing et faire les développements. On a pu réaliser des jeux dans des délais plus courts. Maintenant, c'est vrai que ça nous laisse quand même un peu plus le temps pour pouvoir vous proposer un dispositif, qui répond à vos enjeux stratégiques. Je ne dis pas qu'en 2 mois, on ne répond pas aux enjeux stratégiques, mais voilà, avoir un peu de temps, c'est pas mal. Les jeux montrés sont sur iPad, voyez-vous en congrès. L'essor d'autres dispositifs comme casque virtuel, écran interactif, simulateur, robot, etc. Alors, il n'y a pas que de l'iPad. De plus en plus, nous, on nous demande, je vais réussir à faire une phrase, de les diffuser sur des écrans qui sont beaucoup plus larges, quasiment des écrans TV, qui soient en format paysage ou qui soient en format portrait. Et ça permet justement de pouvoir créer d'autres choses. Les casques virtuels, ça avait beaucoup disparu suite à la pandémie de Covid. C'est en train de revenir. Je ne me rappelle plus de ce jeu là où tu voulais trancher des ananas, Charlotte. Le Fruit Ninja. Le Fruit Ninja. Dans un casque de réalité virtuelle, l'idée c'était de pouvoir trancher des tumeurs. Mais effectivement, sur des casques virtuels, on peut tout à fait aussi le faire. Les écrans interactifs, on vient d'en voir. Simulateur robot, on n'en voit pas trop. Moi, j'ai vu dans un congrès, c'était un écran gigantesque. J'avais l'impression d'être au cinéma. Il y avait des tapis et il fallait faire du bowling. Je ne vous cache pas que je n'avais pas compris les enjeux de communication scientifique derrière. Mais en tout cas, ça crée de l'intérêt pour les participants. Merci Juliette pour votre commentaire. Alors, si on a répondu à toutes vos questions, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Comme Charlotte l'a indiqué, le prochain webinaire, c'est bilan sur les podcasts. Et on reviendra sur un webinaire qu'on avait dû faire en 2021. Enfin, je veux dire plutôt qu'on va donner une suite au webinaire qu'on avait fait en 2021 pour savoir si les podcasts sont toujours quelque chose d'intéressant. Nous, on nous sollicite moins qu'auparavant sur du podcast. Est-ce que c'est un format qui a disparu? Est-ce que c'est un format qui a toujours un intérêt? Voilà, merci Céline pour ton message. Merci Fesseclerc pour ta participation. On vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous et un bon week-end par la suite. Merci beaucoup. Au revoir.